Bonsoir à toutes et à tous. Les élections législatives, dans ce qui concerne le premier tour, viennent de se terminer. C'est donc l'occasion pour nous de faire un bilan sur ces élections et nous irons jusqu'à nous livrer à une petite analyse rapide sur chacune des circonscriptions. Pour analyser ces élections, je vous propose de répondre à 3 questions. La première, est-ce que le vote sanction qu'on a connu au niveau des présidentielles trouve une dynamique dans le cadre des législatives, puisque ces 2 élections sont censées, sur le plan institutionnel, avoir certains liens? Première question. Deuxième question, peut-on parler d'une stabilité de l'échiquier politique au regard des différentes personnalités qui sont au 2e tour? Et enfin, quel est le rapport de force sur cet échiquier politique? Le GUSR en particulier a-t-il, sur le plan des circonscriptions, réussi son implantation? Et nous ferons très rapidement un tour d'horizon sans boule de cristal, puisqu'il faut toujours rester prudent en matière de prévision électorale sur chacune des 4 circonscriptions. Concernant la première question du vote sanction, ce vote sanction qu'on a connu au niveau des présidentielles, force est de constater qu'il est toujours actif, même si il est contrebalancé, en tout cas donc amoindri, par la puissance de l'ancrage de certains élus ou des machines de guerre qu'ils ont derrière eux. Alors, il est toujours actif. La preuve, c'est que Rudy Tolassi, dans la 3e circonscription, arrive avant le député sortant. Je crois qu'il doit y avoir 500 ou 600 voix de différence entre ces 2 candidats. On constate que les candidats du Rassemblement national, dans la majorité des cas, en tout cas dans 3 cas sur 4, franchissent le cap des 5%, et que, au-delà de cette implantation relative du Rassemblement national, il y a également la France insoumise qui tire très bien son épingle du jeu, dans la mesure où dans beaucoup de circonscriptions, ce sont les candidats de la France insoumise qui, quand bien même ils ou elles n'ont pas été qualifiés au 2e tour, vont servir d'arbitre au niveau de l'élection. Aux abîmes, Dominique Biras aura du mal à pouvoir s'implanter, en tout cas à devancer Olivier Servat dans la commune des Abîmes, sans l'aide de Nadège Montout, sans compter l'accord qu'il faudra avec Alix Nabajot, nous le verrons tout à l'heure. Mais dans la 2e circonscription, Michel Tola fait plus de 3000 voix, alors qu'il y a environ 1 millier de voix qui séparent Justine Bénin de Christian Baptiste. Et sur la Basse-Terre, on est dans la même dynamique avec Madame Pesley, la France insoumise, qui bénéficie effectivement d'une cote de popularité qui n'est pas négligeable. Donc oui, il faut constater que cette dynamique de contestation et de sanction reste toujours active. Maintenant, quand on voit les qualifications globales pour le 2e tour, on constate que ce sont ceux qui ont eu les plus fortes machines de guerre derrière eux qui ont été pour la plupart qualifiés. Donc, force est de constater que même s'il y a eu cette dynamique du vote sanction, mais qu'elle ne s'est pas diffusée sur le territoire de la même manière. Par exemple, ce vote sanction a été moins actif au niveau de la 2e circonscription au niveau de la 3e circonscription, voire même de la 1re circonscription, puisqu'on sait qu'Olivier Servat, à un moment donné, eu l'occasion, tout en s'opposant à un certain nombre de décisions, d'être proche du gouvernement du président sortant. Donc en conclusion, sur ce premier sujet, oui, le vote contestataire reste toujours actif, mais il est fortement, entre guillemets, chahuté, en tout cas contrebalancé par la puissance des réseaux et des appareils politiques. Voilà donc pour la première question. Maintenant, s'agissant de la stabilité de l'échiquier politique, nous constatons que des 8 candidats qualifiés,
tous sont des acteurs qui sont connus de l'électorat. Même Rudy Tolassi, qui est le plus nouveau dans les joutes électorales du Rassemblement national, on le connaît et on connaît son engagement depuis de nombreuses années. Donc l'abstention, et nous avions l'occasion de le se rappeler, que cette abstention était de nature à créer une stabilité de l'échiquier politique, parce que les réseaux et les machines de guerre s'imposaient par rapport à la motivation d'un électorat plus large, et on constate que notre échiquier politique a très peu changé, puisque ce sont quasiment les mêmes qui sont qualifiés pour le deuxième tour, et quels que soient ceux qui sont élus, ce seront des acteurs qui sont déjà dans le sérail politique. Donc sur cet aspect, deuxième conclusion qu'on peut tirer, stabilité, mais cette stabilité est liée à l'abstention. On ne fait pas évoluer, en tout cas changer les acteurs d'un système politique en restant chez soi et en restant dans la contestation passive. Il faut aller voter. Enfin, s'agissant des rapports entre le GUSR et le Parti socialiste, le GUSR a moins bien réussi dans les élections de circonscription qu'il n'a pu le faire au municipal, où il avait acquis 6 grosses communes, ou au niveau des départementales ou régionales, où ses membres disposent effectivement d'une majorité confortable. En fait, à l'exception de Justine Bénin, qui a le soutien du GUSR, il ne s'est pas prononcé concernant Olivier Servat. On constate que dans la 3e circonscription, Ferdi Louisi, qui avait son soutien, pourtant maire, a eu du mal, en tout cas, à se qualifier pour le deuxième tour. Il n'est pas qualifié d'ailleurs pour le deuxième tour. Et que Marie-Luce Panchard, dans la 4e circonscription qui était soutenue, a fort à faire pour devancer Élie Califère. Donc oui, le GUSR a bien réussi son ancrage territorial par rapport au municipal, départemental, régional, mais il a beaucoup plus de difficultés à s'imposer dans le cadre des circonscriptions. Faut-il voir son positionnement visant à soutenir la politique de l'actuel président de la République? Nous attendons, ou faut-il y voir d'autres facteurs qui sont liés au fait que depuis maintenant à peu près 1 an, des modifications substantielles dans la qualité de vie ne sont toujours pas apparues. Il n'y aura malheureusement pas d'autres échéances électorales à partir de dimanche prochain, puisque nous restons 4 ans sans élection, mais nous verrons au fur et à mesure des mouvements sociaux la manière dont les Guadeloupéens appréhendent l'efficacité du GUSR, qui, je le rappelle, détient les 2 collectivités majeures. Faisons, si vous le voulez bien, un tour d'horizon rapide des différentes circonscriptions. Olivier Servat et Dominique Biras sont qualifiés dans la première. Pour la commodité de l'analyse, nous nous poserons la question de quelles ressources dispose le challenger pour avoir une chance de faire basculer l'élection, nonobstant le fait qu'il y aura une participation plus importante. C'est le deuxième tour, les choses sont déconcentrées, décantées particulièrement, et par conséquent l'électorat participera davantage. Donc Dominique Biras, qui est le challenger dans la première circonscription, peut gagner des voix sur Marie-Galante en cas d'entente avec la France Insoumise, car Nadège Montout a fait un score non négligeable, qu'il a sa suppléante qui est à Saint-Louis, et que le maire de Capesterre de Marie-Galante le soutient. Il peut donc stabiliser les choses sur Marie-Galante. Maintenant, c'est aux abîmes que les choses vont se jouer, puisque si une alliance mathématique entre Alix Nabajot et Nadège Montout et Dominique Biras s'avère fructueuse,
Ça peut mettre Olivier Servat en difficulté au niveau des abîmes, sachant que dans la dynamique qui va s'installer liée aux nouveaux électeurs, parce que la participation sera plus importante, en projection statistique, on constate que d'un côté comme de l'autre, les voix s'équilibrent dans l'hypothèse mathématique d'une alliance des trois acteurs que j'ai cités précédemment. Donc, Olivier Servat a gagné dans les autres communes, je pense à Marie-Galante. On a dit qu'il peut peut-être, Dominique Biras peut équilibrer. À Pointe-à-Pitre, son adjoint, en tout cas sa suppléante, c'est l'adjointe de Mornalo. Donc, attendons. Mais pour l'instant, c'est la capacité de Dominique Biras à rassembler des forces au-delà même de la frappe autour de lui et de pouvoir devancer Olivier Servat assez largement aux abîmes qui lui donnera la possibilité d'être élu député. Sinon, la dynamique d'Olivier Servat est parfaitement, pour l'instant, conséquente et par conséquent lui laisse une chance de pouvoir, si Dominique Biras n'arrive pas à mobiliser, d'être élu dans cette circonscription. S'agissant de la deuxième, on voit bien qu'entre Justine Bénin et Christian Baptiste, il doit y avoir à peu près 1 millier de voix de différence, donc tout est jouable. Il faut simplement que Christian Baptiste puisse, bénéficier de la dynamique de l'opposition, en particulier au gosier, pour qu'il puisse basculer la tendance. Et surtout, il y a un acteur qui a la clé, me semble-t-il, de cette élection entre les mains. S'il est suivi, il s'agit de Michel Tola, qui fait plus de 3000 voix, alors qu'il n'y a qu'un millier de voix de différence entre les deux. Donc c'est vraisemblablement lui qui va faire basculer ou pas l'élection, si son électorat le suit, bien évidemment, puisque Justine Bénin a gagné dans la quasi-totalité des communes, y compris le Moule, sauf à Port-Louis où Michel Tola est arrivé en tête, et bien évidemment à Sainte-Anne, où Christian Baptiste, maire de cette commune, a trouvé son socle. Pour la troisième circonscription, deux logiques s'affronteront. La dynamique de Rudy Tolassi, si elle est vraiment solide en termes de dynamique contestatoire, ceux qui vont voter, les nouveaux votants, vont certainement conforter cette dynamique contestatoire, et il y a de fortes chances que Rudy Tolassi soit élu député. Maintenant, Max Mathiasin, puisqu'on s'appuie toujours sur les ressources des challengers, Max Mathiasin qui est donc challenger, il faut voir qu'il bénéficiera de ce qu'on appelle un front anti-Rassemblement national. Ce front sera-t-il suffisamment solide pour lui permettre, par exemple, de s'implanter à Goyave, de s'implanter à Petit-Bourg, éventuellement à Bémao, puisque Sainte-Rose et Dé, on l'a vu, Pointe-Noire sont quand même des communes qui lui sont relativement proches. Pour l'instant, rien n'est moins sûr, et ce sera la capacité de Max Mathiasin à pouvoir convaincre les membres en particulier du GUSR, mais également du Parti socialiste, car n'oublions pas qu'à Bémao, Sylvie Chamou-Goano, qui a fait un score non négligeable, était soutenue par le Parti socialiste. Il va falloir qu'il joue à l'équilibriste de manière à pouvoir, en tout cas, concilier des éléments qui d'ores et déjà s'avèrent au contraire. Enfin, dans la quatrième circonscription, force est de constater qu'Élie Califère a pris une avance non négligeable. Maintenant, Marilus Panchard peut bénéficier à Capesterre-Belle-Eau d'une dynamique qui pourrait être celle de Jean-Yves Ramassani, qui a fait plus de 800 voix, également gagné Trois-Rivières, Goubert, sachant qu'elle est arrivée en tête à Bouillante. Ce n'est que dans cette logique
de conciliation, en tout cas de récupération des bastions du GUSR, je pense donc en particulier à Capesterre-Belle-Eau et à Trois-Rivières, qu'elle aurait une chance de pouvoir rééquilibrer la dynamique électorale en sa faveur, sachant, il faut le reconnaître, qu'Ely Califert a pris une avance qui est pour le moins conséquente. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les trois questions fondamentales que l'on pourrait se poser autour de cette élection et l'état du rapport de force dans chacune des circonscriptions. Une semaine pour convaincre dont disposent les candidats et nous verrons donc dimanche prochain lesquels ont des challengers ou de ceux qui sont arrivés en tête ont eu cette capacité de convaincre pour conforter leur dynamique, sachant, je le rappelle, qu'il y aura une participation électorale beaucoup plus importante puisque nous sommes au deuxième tour et que le jeu politique est beaucoup plus clair. En tout cas, les acteurs sont davantage identifiés. Merci pour votre attention et que la nuit vous soit douce.